Cette guerre, elle a changé votre perspective, vos perspectives sur votre avenir, sur le monde, sur la sécurité. C'est ce que dit un sondage IFOP pour LCI. Alors, le premier élément marquant de ce sondage, eh bien, il porte sur les risques d'une entrée en guerre de la France d'ici 5 ans. Vous allez découvrir les résultats dans un instant. Avant de voir ce que vous en pensez sur la façon de se préparer, je vous rappelle les mots, il y a quelques mois, c'était le 18 novembre dernier, du chef d'état-major des armées. À l'époque, évidemment, ça avait fait grand bruit. Écoutez. Vous avez mentionné des amis reviennent de différents endroits. Je ne veux insulter personne en disant je ne reconnais pas cet endroit. Et ce n'est pas dans un sens positif. Voilà, vous l'aurez compris, il s'agissait du président des États-Unis. On va écouter le chef d'état-major des armées dès que son sonore est prêt. Je vous propose de l'écouter. Les femmes et les hommes qui sont aujourd'hui employés partout dans le monde ont entre 18 et 27 ans sur le terrain. Ils sont jeunes, ils viennent de vos communes, ils ont les mêmes aspirations. Ils tiendront dans leur mission s'ils sentent que le pays tient avec eux. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses. Voilà pour ces déclarations qui avaient fait grand bruit à l'époque. Ce sondage donc dont je vous parlais, IFOP LCI, avec cette première question, la France en guerre d'ici 5 ans. Craignez-vous que la France entre en guerre dans les 5 prochaines années ? Eh bien, vous êtes 56% à craindre cette perspective-là. 44% ne redoutent pas une entrée en guerre de la France d'ici 5 ans. En général, qu'est-ce que ce chiffre nous dit ? Il est important, mais c'est le mot « craignez » qui est important. Parce que quand vous dites « craignez », si vous dites « pensez-vous que la France sera en guerre », vous n'aurez pas la même réponse. Le mot « crainte », évidemment, va susciter le fait qu'on va adhérer à la question qui est posée. Donc naturellement, effectivement, c'est favorable. Le deuxième point, c'est que c'est la grande réussite de Poutine. C'est qu'il a réussi, en fait, à créer une espèce d'angoisse générale dans le monde, et principalement en Europe. Pourquoi ? Parce qu'au moment où Poutine assoit son dispositif sur l'Ukraine et sur une partie de l'Europe, Trump, qui était l'allié principal, donc au sein de l'OTAN, en fait, il se désolidarise. Ça fait 1 an, il est parti, il s'est rétracté sur son dispositif, je dirais, américain. Rappelez-vous le premier discours de Trump en janvier 2025. Il parle du Groenland, il parle du Canada, il parle du Panama et puis il parle du Mexique. Le reste n'existe plus. Donc, qu'est-ce qu'il fait Trump en reculant ? En fait, il nous livre dans la zone d'influence des Russes. Et très concrètement, aujourd'hui, l'Afrique et l'Europe se retrouvent dans la zone d'influence des Russes, parce que Xi Jinping, de l'autre côté, lui, il a sa zone d'influence naturelle sur la mer de Chine, sur Taïwan et le détroit de Malacca, donc il a moins besoin. Donc en fait, le monde s'est naturellement divisé en 3 fuseaux, et nous sommes dans le 3e fuseau, le fuseau central, dans lequel il y a l'ennemi principal ou l'adversaire principal, qui sont aujourd'hui les Russes. Alors, de très nombreux services de renseignement, ces derniers mois, de très nombreux responsables politiques ont agité cette menace. La menace d'une attaque russe sur l'Europe, sur certains pays membres de l'OTAN. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes en 2026, ce risque, il existe évidemment. Est-ce qu'il est important ? Alors simplement, je veux aussi commenter la question telle qu'elle a été posée. Craignez-vous, bonne remarque du colonel, mais une guerre. Alors on ne sait plus ce que c'est qu'une guerre en fait. Et on le voit bien avec la Russie qui utilise le principe de la guerre hybride, c'est-à-dire les drones, le cyberattaque, la désinformation. Et pour les Français, ils commencent à assimiler ces cyberattaques, vous vous souvenez, autour des aéroports de Copenhague, d'Oslo, de Munich, autour de l'île Longue en Bretagne. On commence à assimiler peut-être chez beaucoup le fait que ça, c'est aussi une certaine forme de guerre, une pression exercée. Et comme en plus, du côté de M. Trump, c'est la guerre aussi, mais des droits de douane, voilà, ça crée une ambiance généralisée d'inquiétude. Alors, c'est peut-être bon en ce sens que ça veut dire que... Ne tournons pas autour du pot. Quand on parle de guerre, on parle de ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Ukraine. Voilà. C'est-à-dire des chars, c'est-à-dire des avions, des missiles, oui, mais alors, etc. Il y a aussi des hypothèses qui ont... Est-ce que cette hypothèse-là est crédible aujourd'hui ? Alors, il y a aussi des hypothèses. Vous vous souvenez des scénarios de l'Institut Montaigne, etc., une attaque en Estonie, etc., dans certains pays de l'Est de l'Union européenne. Mais d'une certaine façon, pour nous,
ça voudra dire aussi une guerre contre la France, puisque nous avons des clauses de solidarité. Si l'article 5 de l'OTAN, la clause de solidarité atlantique, est un peu vacillante, il reste la clause de solidarité européenne. L'article 42, paragraphe 7 de mémoire du traité sur l'Union européenne. Donc on ne peut pas ne pas se sentir plus contraignant concerné. que l'article 5 de la Charte de l'OTAN. Donc on ne peut pas ne pas se sentir concerné. Donc c'est une possibilité, c'est quelque chose que vous n'écartez pas, vous, ici, sur ce plateau, qu'une véritable guerre, comme on le voit aujourd'hui en Ukraine, puisse arriver sur l'ouest de l'Europe, l'est de l'Europe. L'Est, elle y est déjà, cette guerre. Moi, je vous parle de l'ouest de l'Europe, c'est-à-dire notre partie à nous. Allemagne, France, etc. etc. Oui, parce que je parlais de l'Estonie. Voilà. Oui. Non, mais là, on parle de ce qui pourrait nous arriver, puisque la question, c'est la France. Mais je pense qu'en fait, il y a peut-être un distinguo à faire autour du fait que le point de risque, visiblement, d'un certain nombre de responsables militaires européens, c'est la crainte que les opinions publiques ne soient pas prêtes à voir la réalité stratégique. Si guerre frontale il y a contre l'Union européenne, un de ses États membres, avec les mécanismes de solidarité, est-ce qu'on sera en capacité, au plan moral, au plan citoyen, au plan politique, d'avoir une réponse compacte européenne? Et donc, je crois qu'en fait, il faut avoir en tête un point distinct. On ne va pas demain envoyer les Français faire la guerre. On a besoin de militaires et de professionnels pour faire la guerre. Et la guerre moderne, en plus, se fait avec des équipements de moins en moins humains aussi. En revanche, ce que l'on craint, c'est un affaissement moral, voire citoyen. Et donc, on n'est pas une puissance agressive. Les pays européens ne sont pas des puissances agressives. Et donc, la probabilité de prendre le premier coup, qu'il soit militaire ou avec des formes de guerre hybride qui s'intensifient, on prendra le premier coup. On a déjà pris des coups sur le plan économique, sur le plan de la démocratie. On prendra peut-être un premier coup militaire. La question, c'est si on prend ce premier coup pour sûr, comment on est capable de résister et de contre-attaquer, parce qu'il y a un sujet de mobilisation citoyenne derrière. Une autre question posée par ce sondage, elle est très importante parce qu'elle concerne nos alliés et donc notre assurance vie en quelque sorte. Regardez ceux qui vous inquiètent le plus, ceux SCEUX plutôt, voilà, ceux qui vous inquiètent le plus, vous allez les voir apparaître. Vladimir Poutine, 80%, Donald Trump, 79%. Alors ça, c'est quand même très intéressant. On va se rendre à Washington avant de voir pourquoi et comment. À Washington nous attend Sonia Dredi. C'est notre correspondante sur place. J'ai une petite question, Sonia. On va inverser les choses. Comment est-ce que les Américains, eux, nous perçoivent depuis l'arrivée de depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche? Alors, les Américains sont divisés. Il y a ceux qui, à l'image de Donald Trump et de cette administration, considèrent que les Européens sont faibles, que l'Europe est faible. Et d'ailleurs, on l'a vu avec Donald Trump, eh bien, il est prêt à mettre à mal sa relation avec les Européens pour les intérêts, ce qu'il considère être les intérêts des États-Unis. On l'a vu sur le Groenland, sur le dossier ukrainien ou encore sur le dossier des droits de douane. Et puis, il y a une autre partie de l'Amérique qui s'inquiète de la façon dont cette administration, justement, traite les Européens. Notamment, on l'a vu après le discours très offensif du vice-président J.D. Vance à Munich. Il y a, lorsqu'on voit les sondages, il y a encore une majorité d'Américains, par exemple, qui soutiennent le soutien des États-Unis à l'Ukraine. Donc, c'est une Amérique très divisée et une partie de cette Amérique, justement, s'inquiète de voir, eh bien, cette administration avoir un ton très offensif envers les Européens. Et puis, c'était très clair aussi dans la stratégie nationale de cette administration qui a été publiée il y a quelques mois, la volonté de se rapprocher des partis nationalistes en Europe. Merci beaucoup, Sonia, pour toutes ces précisions. Hélène Bonnet, c'est quand même marquant. Les Français s'inquiètent autant, quasiment autant, de Poutine que de Trump. Qu'est-ce que cela nous dit aujourd'hui sur la perception qu'on a du président des États-Unis ? Ça nous dit que, en fait, l'arrivée de Donald Trump a profondément bouleversé la manière dont on percevait cet allié, parce que on voit tout ce qui s'est passé depuis. On a un Donald Trump qui nous a menacés sur le Groenland, qui retire cette protection historique
en quelque sorte, que représentait l'OTAN. Enfin, cette certitude de sécurité qui vacille maintenant avec cette volonté des États-Unis de laisser l'Europe se débrouiller beaucoup plus seule. Et donc, et puis des attaques permanentes, parce qu'il a été très dur dans ses discours, on se souvient à l'ONU, contre les Européens. Donc en fait, tout ça mis bout à bout, eh bien, les Européens se disent aujourd'hui, mais en fait, la menace ne vient pas simplement de l'Est, avec ce président russe qui attaque l'Ukraine et l'Europe, mais elle vient aussi de l'Ouest, avec ce président américain qui défend ses propres intérêts et nous vassalise et est prêt à nous malmener. Alors regardez, Vladimir Poutine, Kim Jong-un, Xi Jinping, Ali Khamenei, l'Iranien, donc le Chinois, le Nord-Coréen, le Russe évidemment, Vladimir Poutine, et au milieu de tous ces hommes, Donald Trump, qui est assimilé pardonnez-moi, à ces dictateurs. Alors le mot inquiète est très important aussi, parce que le mot inquiète ne nécessite pas, n'engendre pas le fait que vous soyez un ennemi. Le fait d'être inquiétant n'est pas un ennemi. Le fait, c'est qu'il nous perturbe. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Donc c'est pas du tout non plus la même chose. Donc la perception des Français, je suis intimement convaincu que Khamenei ou Xi Jinping, ils passent au-dessus dès lors que vous parlez de guerre et de paix. La deuxième chose, le problème, c'est quel est le niveau. La question, la façon. Mais c'est clair. Cette question, c'est quel est le plus grand danger pour nous. Voilà. Donc très concrètement, ce n'est plus un allié. Mais ça, c'est ce que Trump nous dit depuis des mois et des mois. Donc ce n'est plus un allié. Premier point. Le deuxième point, c'est le fait de réinventer la menace comme elle était avant. Ça, c'est typiquement européen. On réinvente une menace qui est en fait le déferlement des blindés soviétiques qui arriveraient dans le détroit de Fulda vers l'Allemagne en direction de l'Europe. C'est pas du tout ça. Le problème, c'est que cette séparation du monde en trois fuseaux crée une problématique de conflit dans ces trois fuseaux. Un, fuseau nord, c'est l'Arctique, on vient d'en parler. Fuseau est, c'est la mer de Chine. Et le fuseau centre, c'est la mer Baltique. Et le problème du retour de la Suède et de la Finlande dans l'OTAN provoque une otanisation automatique de la mer Baltique. Et ça, pour les Russes, c'est impensable. Pourquoi ? Parce qu'ils ne peuvent pas sortir par le sud à cause de la mer Noire qui est contrôlée sous Bosphore par les Turcs. Et de l'autre côté... Pardonnez-moi, colonel, le problème... c'est que les Russes aient décidé d'envoyer leurs chars traverser les frontières ukrainiennes il y a 4 ans. Oui, mais ils vont s'arrêter. Alors, encore une fois, vous me posez la question jusqu'au bout. Oui. Ils créent une nouvelle guerre froide. Je suis pas sûr qu'ils vont s'arrêter. La Suède de l'OTAN. Ils vont s'arrêter sur un front chaud. Si, parce que qu'est-ce qui va se passer ? Bien évidemment, on voit bien qu'il n'avance pas. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va créer un front chaud sur l'Ukraine qui va nous occuper pendant des années. Rappelons-nous, entre 45 et 90, ça a duré 40 ans. Le deuxième point, c'est quoi ? C'est que Poutine va être tenté de recréer une espèce de cohérence géographique sur la mer Baltique. Pourquoi ? Parce qu'il n'a que 2 accès, Saint-Pétersbourg et Kaliningrad. Et son problème, lui, c'est qu'il a au milieu, il a les 3 pays baltes, il est coincé également par la Biélorussie. Notamment, oui. Et oui. Ce que je voulais juste, c'est revenir aux Français et à l'Europe. Le fait que les Français perçoivent difficilement, j'allais dire, à la fois Trump et Poutine, sans parler des 3 autres qui ont été cités, la Chine, important, ça ne veut dire qu'en fait, il faut en tirer la conséquence, c'est que l'union faisant la force, ça ne peut que donner un renforcement lors de ce fuseau dont parle le colonel, le fuseau européen. Parce que pour réagir sur les droits de douane par rapport à Trump, soutenir l'Ukraine par rapport à Poutine et à la guerre hybride qui s'annonce contre l'Europe, réagir par rapport à la Chine et son dumping commercial qui est catastrophique pour l'industrie européenne, il faut une Europe forte. Et donc ça ne peut que jouer en faveur de l'idée européenne et la mise en œuvre du rapport Draghi, du rapport Letta, etc. Et ça me paraît quand même un enseignement à tirer de ce sondage-là. En tout cas, ce que les Français perçoivent, c'est que les États-Unis, je parle de l'administration Trump, évidemment, pas des Américains, pas du pays en lui-même, eh bien les États-Unis ne sont plus un allié de la France, plus un allié en qui on peut avoir confiance. C'est certain que ce sondage doit nous interpeller, parce qu'on voit bien que regardez, ça c'est une autre question qui a été posée justement. Les États-Unis ne sont plus du tout un référentiel, tant pour la coopération que pour la paix, que pour la diplomatie, etc. Par contre, je rebondis sur un point, c'est qu'en fait, depuis 4 ans, l'Europe a su rester attachée dans son soutien à l'Ukraine, mais par contre, au global, avec le Covid avant, et avec les transformations du monde, ce qui est certain, c'est que l'Europe s'affaiblit économiquement, et que si mécaniquement la puissance européenne n'est pas plus compacte, nous aurons des États européens de plus en plus désargentés, en fragilité géopolitique à leur porte. N'oublions pas aussi ce qui se passe en Méditerranée, en Afrique. Il y a des instabilités qui ceinturent l'Union européenne. Et nous avons un partenaire transatlantique qui, très clairement avec Donald Trump, fait une guerre économique et commerciale à l'Union européenne. Et donc l'Europe a d'un côté Poutine qui fait une guerre d'endurance,
De l'autre, Trump, qui en fait fait un divorce transatlantique économique et commercial considérable. Et vous avez par ailleurs des États européens qui voient en effet le rouleau compresseur industriel, scientifique, etc. chinois, et une Europe du coup qui, depuis quelques années, Covid et Ukraine, tente de se réveiller après 30 années d'endormissement stratégique. La cible, c'est donc l'Europe, c'est très clair. Yves Doutrillo nous dit, ça peut être une opportunité pour l'Europe, pour qu'on se réveille. Vous nous dites, en attendant, pour l'instant, c'est un vrai problème. Laquelle des deux réponses est la bonne ? Mais moi, ce que je voulais rajouter, c'est que sur le côté, il y a aussi tout ce discours en fait des États-Unis qui critiquent le modèle européen, c'est-à-dire les valeurs sont pas les bonnes, on accepte n'importe quelle immigration. Donc il y a aussi l'idée que l'Europe est attaquée dans ses valeurs et qu'il y a une volonté des États-Unis de s'ingérer dans les affaires européennes. Je suis pas si l'Europe va en sortir tout de suite grandie. On va voir avec des élections qu'on aura notamment nous en France, parce que est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi de repli sur soi-même ? Encore une fois, on croise beaucoup de gens dans la rue qui nous disent que les affaires ukrainiennes ne sont pas les leurs, qu'il faut se recentrer sur soi. Donc est-ce que c'est l'Europe réellement qui va gagner là-dedans ? On verra, mais en tout cas oui, c'est très clair dans l'esprit des gens. Le discours américain a vraiment transformé, enfin en tout cas aux yeux des Français, Donald Trump fait partie des adversaires. Vous nous parlez d'opportunités. On est aussi dans une Europe qui n'arrive pas à intégrer l'Ukraine, qui est agressée chaque jour par la Russie, d'une Europe qui n'arrive même pas à voter un nouveau paquet de sanctions contre les Russes, qui a du mal à trouver 90 milliards de dollars. Quand on voit la puissance de ce marché commun, où est la force de l'Europe, un et deux petits pays de l'Europe qui s'opposent. Je les ai cités tout à l'heure, la Slovaquie, la Hongrie. En plus, en Hongrie, il y a des élections en avril et on pense... Un petit pays qui éternue, c'est l'ensemble de l'Europe qui s'enrhume. Mais c'est la raison pour laquelle il faut, dans l'Europe, changer nos modes de fonctionnement et passer plus souvent à la majorité qualifiée. Par exemple, sur l'affaire des 200 milliards d'euros de la Banque centrale russe, gelée en Belgique notamment, eh bien, on a trouvé un moyen pour pérenniser à très long terme ce gel, et on l'a fait par la majorité qualifiée. Donc, il faut faire preuve d'imagination et voir dans le traité, contre la Hongrie d'ailleurs. Donc, on voit que vous parlez quand les chefs d'État et de gouvernement sont décidés, plus loin et dissoudre cette Europe aujourd'hui parce qu'elle ne répond plus aux problématiques du monde et recréer peut-être des... Alors après, il y a la géométrie variable. On parlait de la coalition des volontaires, exactement. Vous faites allusion à la géométrie variable, ce qui est tout à fait possible, et c'est même autorisé par les traités, et c'est un peu cette fameuse coalition des volontaires dont Thomas, parle vous avez raison. Les Anglais. Vous avez raison. En fait, ce qui est perturbant pour l'Europe... Moi, je pose des questions. Je ne permettrai pas de... Non, mais vous avez raison. Je pense qu'en fait, ce qui est perturbant pour l'Europe aujourd'hui, c'est qu'elle n'arrive pas à mettre à jour son logiciel interne dans un monde qui est totalement transformé pour elle. Et donc, elle doit se poser des questions pour resynchroniser son agenda stratégique avec le reste de la planète, parce qu'on n'est pas sur une planète B quand on est en Europe. Et en même temps, on a un affaiblissement de l'Europe sur le terrain économique, sur le terrain, ça a été évoqué. Demain, qu'est-ce qui se passe si chaque État européen, finalement, prend une destinée un peu plus solitaire, un peu plus nationaliste ? Il y aura des gagnants à l'extérieur, mais beaucoup de perdants au sein de l'Union européenne. Messieurs, dames, restez avec